Nous recevons Mehdi Moussaïd. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Fouloscopie, ce que la foule dit de nous. C'est un thème, on va le voir, d'actualité. Dessin signé Wozniak, dessinateur notamment du Canard enchaîné. Édition de cet ouvrage, c'est Humaine Science. Alors, vous êtes chercheur en sciences cognitives au Max Planck Institute de Berlin. Pour commencer, une définition, la foule, c'est quoi au juste ? On va le définir comme un ensemble d'individus en interaction. Mais il faut garder une définition assez vague parce que dès qu'on commence à parler de déplacement, par exemple, on va se focaliser sur le déplacement des piétons sur les trottoirs ou le déplacement des gens pendant les grands rassemblements. Mais en réalité, une foule, ça va un peu plus loin que ça. C'est aussi, par exemple, le comportement des internautes sur les réseaux sociaux qui vont s'échanger des informations. Et on peut même généraliser en parlant d'une foule pour les animaux sociaux, par exemple, puisque ce sont des systèmes qui appartiennent à la même famille. Donc il y a la notion de masse, on va voir aussi qu'il y a le mouvement. Alors Victor Hugo, je le disais tout à l'heure, disait souvent « la foule trahit le peuple ». Quelle est la différence fondamentale entre la foule et le peuple ? Alors, peuple, ça va être un mot qui a une dimension un peu politique. On va penser à un peuple qui partage certaines conditions sociales, par exemple. C'est pas vraiment de ça qu'il s'agit dans mon travail. Je parle vraiment d'une foule, à savoir d'un ensemble de gens qui vont être, pour une certaine raison, réunis au même endroit. Et donc, ça peut être juste des piétons dans la rue, comme je disais. Alors la foule est une menace incontrôlable ou une preuve d'intelligence collective? C'est l'une des questions qui est au cœur de votre livre. Je vous pose la question parce que c'est vrai que, je citais Victor Hugo, beaucoup en ont parlé dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes en France, notamment. Menace incontrôlable, les mots sont forts, preuve d'intelligence collective, c'est tout aussi fort mais à l'opposé. Quel est le résultat de vos recherches ? Il y a vraiment les deux dimensions. Ce qu'on comprend, c'est que la foule, c'est un objet qui est extrêmement puissant, extrêmement intelligent, donc puissant vraiment physiquement, par exemple. Pendant une bousculade, vous avez des foules qui deviennent incontrôlables et qui vont être amenées, par exemple, à briser des murs ou à faire tomber des barrières. Donc c'est de la puissance physique. C'est aussi une puissance cognitive, parce qu'une foule, c'est un grand nombre de cerveaux ensemble. Et si on arrive à connecter ces cerveaux de manière intéressante, de manière optimale, eh bien, la foule peut être amenée à résoudre des problèmes, par exemple. Il y a eu la foule à jouer une partie d'échecs, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais la foule peut jouer aux échecs, et elle l'a même très bien fait. Alors je vais prendre un autre exemple, plus politique celui-là. Lors de ce qu'on appelait les printemps arabes en Égypte, au Caire, place Tahrir, les supporters de football, les ultras comme on les appelle, pour ne pas dire hooligans, ont joué un rôle, ils ont aidé les manifestants face à la police. Est-ce que là vous parleriez d'une action de foule intelligente ? Dans ce cas-là, il va y avoir différents points de vue. Je veux dire, vu que c'est politique, certaines personnes vont la qualifier de positive, d'autres de négatif. Ce qui se passe d'une manière générale, c'est qu'à partir du moment où on va mettre des gens qui partagent les mêmes émotions ou le même mécontentement, par exemple, comme pendant le printemps arabe, pour les Gilets jaunes, ou pour le mouvement MeToo qui s'est développé contre les violences sexuelles sur les réseaux sociaux, à partir du moment où on met des gens en connexion les uns avec les autres, il va se produire quelque chose qu'on appelle une amplification ou une polarisation. Et leurs émotions, leurs opinions vont soudainement apparaître au grand jour. Alors on va voir qu'il y a des disparités en fonction des pays, que c'est éminemment culturel. Quelles règles dictent ces mouvements de foule ? Alors, les aspects culturels sont principalement observés dans notre vie quotidienne. Vous pouvez vous demander, par exemple, de quel côté on va s'éviter quand on croise un inconnu dans la rue. Eh bien, il y a certains pays où on va s'éviter systématiquement par la droite, comme en France ou en Europe de l'Ouest, d'une manière générale. Et il y a d'autres pays où on va s'éviter par la gauche. C'est le cas plus souvent en Asie du Sud-Est. Donc, je ne suis pas au courant pour tous les pays, mais comme l'émission est diffusée à travers le monde, peut-être que vous pouvez... mais comment vous l'expliquez, ça, droite-gauche pour la conduite automobile, on le sait, là, pour le coup. Alors, c'est ce qu'on appelle une convention sociale. C'est une règle comportementale qui est partagée par différentes personnes de toute la population dans une certaine région du monde. Il y a une corrélation avec le code de la route. Donc, souvent, dans les pays où on s'évite par la droite, on roule aussi à droite. Mais ça ne marche pas à tous les coups. C'est juste une corrélation. Donc, il y a aussi des exceptions. Par exemple, au cœur de Londres, sur Oxford Street, les piétons vont s'éviter par la droite alors que les automobilistes roulent à gauche. C'est principalement quelque chose qui peut être appris. Ça fait partie de l'apprentissage social, comme on dit. Autre cas concret, les piétons lorsqu'ils traversent. Alors effectivement, donc là à nouveau on a des différences culturelles. Donc dans certains pays, les piétons vont naturellement respecter le code du piéton, à savoir que quand vous avez par exemple un petit bonhomme rouge qui est allumé devant un passage clouté, eh bien il ne faut pas traverser. Mais c'est pas évident dans tous les pays. Dans d'autres, bon, c'est un peu moins grave, on traverse quand même. Par exemple en France. Liberté. Et il se trouve que dans les pays comme la France ou l'Angleterre, par exemple, un petit pourcentage de personnes qui commencent à traverser au rouge va entraîner tout le groupe derrière lui. Alors que dans d'autres pays, par exemple comme l'Allemagne ou le Japon, au contraire, ce sont ceux qui ne traversent pas qui vont empêcher ceux qui ont envie de traverser de le faire.
Alors, on parle des êtres humains, mais on va voir si on peut les comparer à certaines espèces animales. Prenons les poissons. On parle de bancs de poissons. Est-ce qu'on peut comparer les humains à ces fameux bancs de poissons? On va d'ailleurs voir un dessin de Wozniak, justement, qui illustre ceci. Oui, absolument. Il y a énormément de similitudes entre le déplacement d'une foule et le déplacement d'un banc de poissons. Les deux systèmes appartiennent à la même famille. D'ailleurs, j'ai fait mes premiers pas dans la recherche scientifique dans un laboratoire de biologie, d'éthologie, où mes collègues étudiaient par exemple les bancs de poissons, le troupeau de moutons ou encore les colonies de fourmis. Alors, est-ce qu'on peut parler, vous l'avez déjà évoqué les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut parler de cyberfoule? Oui, tout à fait. On peut parler d'une cyberfoule. Donc, à partir du moment où vous avez un grand nombre d'individus, des internautes, qui interagissent, donc qui s'échangent des informations, par exemple, eh bien, ils vont constituer quelque chose de cohérent, dans lequel il va y avoir des comportements collectifs qui vont émerger. On peut penser, par exemple, à la circulation des rumeurs et des fake news, par exemple, qui sont des choses qui sont très étudiées en ce moment par les scientifiques et dont je parle aussi. Et donc ça fait partie aussi de ce qu'est une foule. Mais qu'est-ce que ça génère, la foule, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public? Est-ce que ça génère le pouvoir, la domination? D'une manière générale, le fait d'être tous ensemble, ça va avoir tendance à amplifier ce que nous avons en commun. Donc si nous sommes en colère, par exemple, comme les mouvements sociaux dont on parlait tout à l'heure, eh bien cette colère va être amplifiée. Mais si on est euphorique, comme disons après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, il y avait une foule d'1 million à 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées, eh bien cette euphorie va être amplifiée également. Donc il y a vraiment les deux côtés. Ça peut être positif ou ça peut être négatif. C'est pour ça que ça peut être dangereux dans un sens, c'est que les choses sont amplifiées. Et nous, chercheurs au laboratoire, on va essayer de comprendre comment peut-être contrôler cette amplification ou bien peut-être la mener vers un but qui serait positif. Alors, qui dit foule, en tout cas dans les médias et dans les faits divers, on l'entend souvent associé au mot mouvement, mouvement de foule, dit-on. D'ailleurs, vous avez un site internet où vous dites avec un peu d'ironie, pourquoi me parle-t-on toujours du Yezel et du drame d'Hillsborough quand je veux juste regarder un match de football tranquillement? Sans doute parce que vous travaillez sur la foule et que ce sont deux drames qui ont marqué l'histoire de l'Europe et du monde du football. Vous prenez d'autres exemples d'ailleurs, vous dites il parut qu'il a fallu recruter 300 000 figurants pour tourner le film Gandhi. Est-ce bien vrai? C'est la question que vous posez sur votre site internet. La réponse? C'est tout à fait vrai. C'était au début des années 80 et à l'époque, dans le monde du cinéma, dans le monde des effets spéciaux, on ne savait pas produire des images de synthèse qui reproduisaient des foules. Et donc, on faisait appel à des figurants. Et quand les foules devenaient très importantes, comme dans le film Gandhi de Richard Attenborough, il a fallu recruter des centaines de milliers de figurants. C'est quelque chose qui a changé à la fin des années 80, justement, quand un chercheur qui s'appelle Craig Reynolds a découvert une technique pour créer ce que j'appelle des foules de synthèse. Donc, ce sont des images de synthèse. Les premiers résultats ont été vus, par exemple, dans Jurassic Park, avec ces troupeaux de dinosaures qui se déplacent de manière cohérente. Et petit à petit, ça a donné naissance, avec un peu d'intelligence artificielle qui a été rajoutée aux effets spéciaux qu'on trouve aujourd'hui dans Game of Thrones, par exemple, ou dans le film World War Z. Alors, vous avez aussi sur votre site internet une question. Quels sont les bons réflexes à adopter si on se retrouve piégé dans un mouvement de foule? Dans le livre, vous parlez notamment d'un autre film, Titanic. En fait, l'individu garde toute sa dimension lors d'un mouvement de foule. Il devient très égoïste, il veut se sauver. Alors, c'est pas exactement ça. En réalité, les chercheurs se sont intéressés à cette idée reçue, puisque c'est une idée reçue du fait que les gens commencent à paniquer quand ils sont en situation d'urgence, et puis ils vont avoir tendance à se bousculer pour être les premiers dehors. Mais les études qui ont été conduites, par exemple, sur l'évacuation du 11 septembre, qui est une des plus monumentales qui ait eu lieu, montrent qu'au contraire, les gens étaient plutôt solidaires, et que dans les situations d'urgence, la foule va être plutôt altruiste et coopérative. Alors, que nous dit la foule, au fond, de nous, des individus? Mais la foule, c'est intéressant parce qu'elle va nous expliquer que quand on est plusieurs, on n'est plus vraiment nous-mêmes. Ou alors peut-être qu'on est nous-mêmes quand on est plusieurs. Mais en tout cas, il y a une différence claire entre le comportement des individus, que ce soit quand on marche dans la rue ou quand on navigue sur Facebook, et celui des individus quand ils sont entourés d'un grand nombre d'autres. Ouais, alors, beaucoup d'artistes se sont occupés de la foule. Quelques exemples, notamment Alain Souchon, foule sentimentale. Alain Souchon, foule sentimentale. Edith Piaf a fait la foule. Et d'une manière générale, c'est un thème qui est assez fascinant et qui va inspirer les artistes et les peintres. Et en particulier, qui a inspiré Wozniak, par exemple, qui a produit cette super couverture sur le livre. C'est quoi la fouloscopie? La fouloscopie, c'est un mot que ça pourrait désigner l'étude du comportement des foules d'une manière générale. Mais je parle au conditionnel parce que c'est un mot qui n'existe pas, c'est un mot que j'ai dû créer, en particulier à la fin de ma thèse parce que
il y avait énormément de disciplines qui se mélangent. Ouais. Et donc, on doit dire si on est physicien, si on est biologiste ou si on est psychologue. Mais moi, je suis un petit peu de tout ça. Donc, j'ai inventé un nouveau mot et je suis foulologue et je fais de la fouloscopie. Mais vous, ce sont les sciences cognitives, en fait. À partir de quoi cette discipline vous aide-t-elle, justement, dans l'analyse de ce que représentent et de ce que véhiculent les foules? Donc j'utilise le label sciences cognitives parce que c'est celui qui se rapproche le plus des méthodes de recherche que j'utilise. Mais d'une manière générale, je vais passer d'une discipline à l'autre et puis je vais essayer de voir comment les physiciens vont étudier le système, comment les biologistes étudient le système, comment les psychologues le font, les sociologues, les économistes. Et en fait, il y a énormément de disciplines. Et je vais plutôt avoir un profil très interdisciplinaire. Et vous n'avez pas du coup répondu parce qu'on est passé sur autre chose. Alors, un bon conseil pour justement s'exfiltrer d'une foule? Eh bien, par exemple, je peux vous conseiller de garder l'équilibre et de rester sur vos jambes coûte que coûte. C'est très important parce qu'en général, quand on est dans un mouvement de foule, la densité est telle que votre chute pourrait entraîner celle de vos voisins par effet domino et vous empêcher de vous relever. Ça, c'est une situation très délicate. Donc, essayez autant que possible de rester sur vos jambes. Un autre conseil serait par exemple de s'éloigner des parois et des murs parce que quand on étudie un accident qui s'est produit, on se rend compte que les premières victimes ont été déplorées le long de ces parois solides. Notamment dans les stades de foot qu'on évoquait. Absolument, le Heysel et Hillsborough. Oui. Allez-y, un dernier mot. Un conseil qui est moins intuitif, ce serait justement de rester bienveillant parce qu'on a montré à nombreuses reprises que la solidarité, une foule solidaire est plus efficace qu'une foule individualiste. Merci beaucoup Mehdi Moussaïd. Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, dessin signé Wozniak, c'est aux éditions Humaine Science. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.